Voilà, je voulais m'excuser, je ne suis pas un chercheur, je suis un ingénieur. J'ai fait un peu de recherche au début de ma vie professionnelle. Et puis, je suis passé dans les choses pratiques, effectivement, comme je vais vous l'expliquer. Après le premier choc pétrolier, j'ai eu le sentiment que ça allait mal se terminer, tout ce qui était en train de se dérouler. On nous parlait de la pénurie énergétique, qui n'est plus vraiment le problème, mais quand même, on avait un certain nombre de difficultés. Et donc, je suis retourné à la faculté, à 30 ans, faire un DEA sur l'énergie solaire, en 1977. Alors, je roulais en 2 chevaux à l'époque, 2 ans avant les Ferrari de 1979. Donc, j'étais déjà dans une préoccupation forte sur les questions énergétiques et de ressources. J'ai fait ensuite une petite année chez Dumez, qui est devenu Vinci, et je me suis aperçu, sur le solaire, qu'en fait, si je voulais faire ce que je voulais, il fallait que je me débrouille tout seul. Et à l'époque, dans les années 70, ce n'était pas dans ces secteurs de la construction qu'il fallait aller. Il fallait inventer quelque chose. Et pour ça, il fallait être tout seul. J'avais un but et un seul, faire des bâtiments qui consomment presque plus rien. C'est ce qui m'a guidé. Alors juste comme référence, en 1974-75, les bâtiments, rien que pour le chauffage, les bâtiments de logement consommaient 328 kWh par mètre carré par an. Je parlais en énergie primaire. Et puis, vous aviez des tours à la Défense qui consommaient 1500 kWh par mètre carré par an, toujours en énergie primaire. Retenez ces chiffres, parce que la fin de l'exposé vous montrera le chemin qui aura été parcouru. Donc, la première réponse qu'on a eue, ça a été de dire on va faire du solaire. C'est pour ça que j'ai été faire un DEA sur l'énergie solaire. Et on a mis effectivement, vous avez ici une très belle maison à gauche, qui est une maison au Nouveau-Mexique, c'est la maison d'un chercheur, justement, Douglas Balcombe, dont on s'est tous un petit peu inspirés. Alors moi, plutôt mal. Vous avez à droite le premier bâtiment solaire que j'ai fait en 1982 autour de Carcassonne. Mais très vite, on s'est aperçu que le solaire, ça ne suffisait pas. Ce n'est pas parce qu'on avait des grandes surfaces vitrées qu'on allait régler le problème. Il fallait travailler sur l'efficacité énergétique du bâtiment, c'est-à-dire réduire ses pertes avant de les compenser par des apports solaires. Et au demeurant, aujourd'hui, on devrait quand même s'inspirer aussi de cette approche globale, puisqu'on nous parle toujours de comment produire plus d'électricité ou comment la produire autrement, sans penser d'abord à réduire nos besoins. Vous allez voir que le gisement est absolument phénoménal et que ça nous coûterait moins cher et qu'on irait plus vite si on réduisait nos besoins plutôt que si on cherchait à produire d'autres façons. Il faudra le faire aussi, mais ça va prendre un petit peu plus de temps et ça sera un petit peu plus cher. Alors le problème, c'est que dans les années 80, le baril qui avait commencé par monter à la fin des années 70 s'est mis à descendre. Il est tombé à 10 $. Donc mon business n'intéressait absolument plus personne. Alors j'arrivais quand même à trouver quelques appels d'offres. Ici, une maison de retraite dans le Var, dont le cahier des charges stipulait qu'elle devait être solaire. Donc on l'avait faite solaire, on l'avait isolée, etc. Mais on avait un gros problème. C'est qu'à chaque fois que je gagnais un concours pour un lycée, un collège, on le gagnait parce que l'architecte était bon, mais il y avait toujours 2 projets architecturaux qui se valaient. Simplement, je faisais basculer notre projet du bon côté, puisque j'abordais la question des coûts. Et j'arrivais en disant, moi, je vais vous faire quelque chose qui consommera peu, etc. J'allais bien au-delà des lois. Mais quand j'allais voir les gestionnaires, je leur disais alors ce bâtiment, et j'entendais des trucs du genre « champion pour la consommation », ou un proviseur qui m'a dit « j'ai dû demander une dérogation au rectorat », parce que mon budget chauffage lui a semblé trop faible. Alors vous pensez que l'énergéticien il est bien avancé avec Champion ou je ne savais pas combien ça consommait. Et le gros problème, c'est que la mesure n'existait pas dans le bâtiment. Il y a bien que EDF et GDF qui devaient avoir des chiffres. On voit qu'il y avait tout dedans, on ne savait pas trop s'en sortir. Il n'y avait rien de très très précis. Et donc ça, c'était une vraie difficulté. Donc j'ai eu une première opportunité en 1990. L'Office HLM de la Drôme, qui construisait depuis 3 ans des logements solaires, m'avait demandé de faire, par des mesures globales, parce que je n'avais pas de mesureur, il y avait que les compteurs, une analyse des consommations pour voir si effectivement ces bâtiments étaient meilleurs que ce qu'on avait l'habitude de construire. Alors, juste une image sur ça, qui a été pour moi un choc intellectuel. Vous voyez sur ce graphique,
en fonction des trois énergies qu'on rencontrait, propane, gaz et puis électricité, que le chauffage, d'une part, vous ne le voyez pas là, mais il est tombé à 120, 130 kWh par mètre carré par an. Tout à l'heure, je vous parlais de 328 pour la moyenne nationale. Donc on avait déjà quand même pas mal progressé sur le plan du chauffage. Mais ce qui m'a frappé, et ce graphique est un graphique en termes de coût, pas de kilowattheure, parce que des kilowattheures électriques comparés à des kilowattheures de gaz, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Vous découvrez que dans ces bâtiments très performants, l'électrodomestique, puisqu'on est dans des logements, l'électrodomestique, pas les abonnements, la consommation, est devenue plus élevée que celle du chauffage. Et travaillant pour des offices de logements sociaux, visant à réduire, parce que j'avais que ça, pour faire passer mes projets, j'ai dit, je vais baisser les charges. Voilà. Il ne restait plus que ça. Ce n'était pas l'énergie le problème, c'était les charges. Je me suis dit, il faut être cohérent. On ne va pas continuer à travailler sur un sujet qui est en train de devenir mineur, le chauffage. Il faut aussi qu'on aille voir ce qui se passe dans l'électroménager. Sauf qu'un bureau d'études en génie climatique, il ne s'occupe pas des frigos et des congélateurs. Oui, moi, j'avais décidé de faire autrement. Donc, en 1994, j'ai une chance énorme. C'est qu'il y a une crise énorme dans le bâtiment, il n'y a plus de travail, et donc je cherche quoi faire. Et je m'aperçois que ça peut être intéressant de développer des projets européens. Je n'en ai jamais développé, mais bon, il faut passer par là. Donc je dépose un projet pour évaluer les économies d'énergie dans l'électrodomestique par l'utilisation d'appareils performants. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais enfin, le projet est retenu, ce qui me vaut de piloter un deuxième projet qu'avait déposé l'ADEME et EDF un an avant. Il n'y avait pas de pilote, ça marchait mal, donc je m'en occupe. Et on commence à avoir enfin, les premiers au monde, des consommations sur tous les appareils domestiques. Vous avez ici le classement. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est assez amusant de voir que vous avez l'appareil le plus consommateur, c'est le réfrigérateur américain, le side-by-side, 1650 kWh par an. Après, c'est que des appareils de froid. Donc on découvre que c'est le froid qui consomme le plus. Et puis les appareils emblématiques, le lave-linge, tout ça, ils sont au milieu de tableau. Les appareils, les gens se lèvent le soir pour les mettre en marche la nuit, etc. Non, en fait, ce n'est pas ça qui consommait le plus, c'était vraiment les appareils de froid. Donc on commence à y voir clair, on découvre des consommations qui sont incroyables. Dans la foulée, par la deuxième campagne de mesure, on évalue le gisement d'économie avec les appareils qui existaient à l'époque. Voilà, n'importe qui peut diviser quasiment par deux sans changer ses habitudes, juste en travaillant sur le choix des matériels. Et puis on arrive à 45% d'économie, la moitié, donc on peut diviser par deux. Donc ça aussi, ça fait avancer les choses. Alors des revues comme Que choisir, 60 millions de consommateurs s'emparent du sujet. J'ai un tiré à part de 16 pages dans Que choisir, qui va détailler toutes ces consommations, etc. Donc les choses commencent à progresser. Et moi, je réalise que j'ai un nouveau terrain d'action si je veux avancer. C'est toute la question électrodomestique. Et puis, on va un petit peu plus loin. En 99, on a l'occasion d'étudier. Donc, on sort cette fois des logements, ça devenait un peu torride. On arrive dans les services généraux des bâtiments, c'est-à-dire tout ce qui est la consommation d'électricité, de la ventilation, de la chaufferie, les pompes, j'entends, régulation, etc. L'éclairage des circulations. Et là, on découvre des choses complètement étonnantes. On découvre qu'aucun bâtiment, rien que sur les services généraux, aucun bâtiment ne marche comme tout le monde croit qu'il marche. Vous avez là un usage qui est l'éclairage des circulations. Il y a je ne sais plus combien de cages d'escalier qui ont été étudiées, et vous voyez que le même service rapporté au logement, on peut s'attendre à ce que ça soit à peu près stable, il varie de 1 à 13. Tiens, pourquoi ? Or, dans les réponses, vous avez le fait que dans certains bâtiments, vous appuyez sur l'éclairage et ça éclaire 5 étages, 5 niveaux d'un seul coup. Dans d'autres, c'est un seul. En moyenne, c'est 3. Tiens, vous dites qu'il y a des marges d'amélioration là. Et si je faisais étage par étage, ça serait peut-être pas plus bête. Vous avez plein de raisons comme celle-ci. Voilà, donc on commence à comprendre comment ça marche vraiment. Puis on découvre les 10 fonctionnements. Pareil, des éclairages de circulation, de couloirs. Et vous voyez qu'il y en a qui marchent en permanence et personne ne le sait. Personne n'a le moyen de savoir que ce n'est pas parce qu'il vient de rentrer que c'est déjà allumé. Bon, voilà, donc on se dit, tiens, il faut aussi chercher les dysfonctionnements. Puis on découvre des trucs, mais ahurissants.
voilà les ascenseurs. Dans les ascenseurs, j'ai distingué deux parts. En bleu foncé, c'est quand vous l'utilisez. Ah bon? Et il y a des consommations quand je ne l'utilise pas? Oui, 40% de la consommation totale des ascenseurs à l'époque. Tout ça est fini, hein. Ça a fait du bruit. Et les ascenseurs ont progressé. Mais 40%, c'était à l'arrêt. Ah bon? C'est quoi à l'arrêt? Ben, c'était l'armoire de contrôle-commande. En moyenne, 125 watts. Donc sur l'année, ça fait beaucoup. Et puis l'éclairage de la cabine. Vous n'êtes pas dedans, mais le marché, 8760 heures par an. On a dit, et si on arrêtait? Ah, ça serait une bonne idée. Donc aujourd'hui, toutes les cabines, normalement, l'éclairage est éteint quand voilà. Et donc avec ça, vous ne pouvez pas savoir le bruit que ça a fait. Donc et maintenant, on est passé de 224 kWh moyenne par an et par logement, on est tombé à 40 aujourd'hui. Voilà. Donc c'est des campagnes de mesure qui ont quand même fait un peu de bruit. Alors première synthèse, parce qu'on est toujours bureau d'études. Là, on est sorti de notre métier. On se dit, on va appliquer tout ça dans un petit bâtiment de logements sociaux à Villeurbanne, dans le cadre d'un projet européen. Donc on met tout ce qu'on a appris sur l'électricité en œuvre, effectivement, et on a un bâtiment qui consomme assez peu en chauffage, on tombe à 67. Alors ça, c'est des campagnes de mesure, hein. 67 kWh, donc c'est beaucoup, beaucoup moins que les 328 de 1974, on progresse. Et on tombe, alors ça vous dira peut-être rien, mais sur les services généraux, à 582 kWh d'électricité par logement, alors que la moyenne, c'est 1400. On a mis en œuvre une ventilation avec vitesse variable, un ascenseur, comme je l'ai décrit, très performant, etc. Et puis au niveau thermique, des choses qui commencent à faire qui commencent à s'imposer, qu'on a mis en œuvre tout simplement de façon cohérente. Et on continue dans les années 2000 à mesurer. Cette fois, on va partout dans les bâtiments, absolument partout. Et là, on découvre qu'il y a vraiment, ça se confirme, rien marche comme on le croit. Vous avez ici la ventilation. On va s'intéresser à la ventilation, mais c'est un sujet extrêmement important, c'est la santé. La ventilation, c'est si elle ne marche pas, vous ne vous sentez pas bien, vous avez du CO2 en pagaille, donc vous n'arrivez plus à réfléchir. Ben voilà, on mesure maintenant, on est capable de mesurer pendant 1 an, toutes les 10 minutes, le débit d'air. Et quand vous mesurez le débit d'air d'un immeuble, ça donne ça. Donc vous avez l'année qui se déroule ici, là, et vous voyez que le débit, en gros, il fait ce qu'il veut. Alors que vous vous attendez quand même à quelque chose qui est relativement constant. Il peut tomber très bas, les filtres, on verra ça tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Mais ça choque personne. J'ai jamais vu personne s'inquiéter pour le débit de ventilation. Pourtant, il devrait. Ici, vous avez un autre cas tout à fait intéressant. Heureusement qu'on mesurait, sinon personne n'aurait rien vu. Vous avez le l'extraction en rouge ici, et vous avez le soufflage, qui est en bleu. Donc le soufflage prend dans son filtre tout ce qui est dans l'atmosphère que vous auriez respiré sinon. Si bien que les filtres, ça donne ça au bout d'un moment. Et ici, c'est intéressant. Le filtre était tellement encrassé qu'il est parti dans le mouvement d'air et il a détruit le ventilateur. Le moteur du ventilateur a grillé, vous le voyez. La séquence est là. Celui-là a connu un autre problème après. Enfin, en gros, ça gêne, là non plus, pas grand monde. Il faut attendre plusieurs mois, souvent, pour que quelqu'un dise « ça sent un peu le renard chez moi ». On va aller voir. Vous savez, on est en entreprise de maintenance, donc elle fait bien son boulot. Ben oui, elle devrait bien faire son boulot. Mais ça, c'est courant. Je vous en montre tant que vous en voulez des filtres dans cet état-là. Et puis, il y a un immeuble que nous avons construit, des logements sociaux. On mesure le débit de soufflage en bleu, ici, le débit d'extraction en rouge, et là, vous avez 9 mois, là, à peu près. Qu'est-ce qu'on observe? On le règle bien au départ, on fait bien notre chantier, voilà. Et puis, il se passe ça, puis au bout de 9 mois, le débit de soufflage n'est plus que le quart du débit nominal. Alors l'explication, elle est très simple. Le fil s'est encrassé, personne ne l'a changé, hein, maintenant, et donc, le jour où on va le changer, là, juste après, on ne le voit pas, hop, il remonte à ce niveau-là. Très intéressant. On voit aussi que si on ne veut pas perdre plus de 10% du débit sur une installation, il faut changer les filtres tous les 3 ou 4 mois quand on est en ville. C'est extrêmement intéressant. On voit aussi une autre chose, c'est que, heureusement, les gens ne sont pas morts parce que le débit d'extraction a continué à être élevé. Pourquoi est-ce qu'il est élevé? C'est qu'au fur et à mesure que le débit de soufflage chutait, en fait, le bâtiment s'est mis en dépression.
Et comme, malgré nos efforts sur l'étanchéité à l'air du bâtiment, il y a quand même pas mal d'air qui rentrait, ben j'avais 1000 m3/h qui rentraient par les façades, les fenêtres, tous les joints qui fuient. Et ça a quand même permis aux gens d'avoir un petit peu d'air. Donc voilà les choses qu'on apprend, mais c'était notre bâtiment, il était plutôt mieux fait que les autres. Je vous laisse imaginer ce que c'est en temps normal dans un bâtiment, ou ici par exemple. Ici, quelque chose d'autre qui est très, très, très intéressant. Ça, c'est dans un lycée à Montpellier. On a mis 4 sondes de température, c'est tout, mais on a compris le problème de tous les lycées et les collèges de France. Vous avez 2 sondes sur le départ et le retour de chauffage de la classe. Vous avez une sonde sur la température intérieure d'air et vous avez une sonde à l'extérieur. C'est tout. Donc, il vous faut une demi-heure pour poser ça. Et puis, quand vous revenez, vous en avez encore pour une demi-heure pour traiter ça et avoir tout compris. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous avez dans cette classe, dans ce bâtiment, dans ce lycée, vous avez des optimiseurs qui décident de l'heure à laquelle le chauffage va redémarrer le matin. Ici, 5h10. Pour être pile à 19 degrés à l'heure d'entrée en classe, à 8h. Et à 8h, qu'est-ce qui se passe? Et ici, vous voyez le chauffage qui marche. Donc, l'arrivée du chauffage plus chaude que le retour, c'est normal. À 8h, la chaudière rentre dans la classe. Les élèves. Ils rentrent dans la classe et immédiatement, vous voyez la température de la classe qui augmente. Et 2 heures après, il fait 27 degrés dans la classe. Alors, bon, il fait 27 degrés, mais ce qui me gêne, moi, c'est que le chauffage marche toujours. Il y a toujours un écart de température entre l'entrée et la sortie de l'eau chaude de la classe. Ça veut dire qu'il n'y a aucune régulation. Pourquoi il n'y a pas de régulation? Bon, les régulations un peu centralisées, j'en parle, robinet thermostatique, vous rigolez, ils les cassent. Donc on n'en met pas. Donc il n'y a pas de régulation dans la plupart des établissements scolaires. Et vous avez ce phénomène-là partout. C'est un gaspillage énergétique absolument phénoménal. Mais petit à petit, voilà, on avance. On a l'occasion de travailler sur un très gros bâtiment tertiaire qui est le bâtiment du département à Strasbourg, le Conseil général. Donc on instrumente tout, c'est une demande de leur part cette fois. On instrumente absolument tout. Je vous mets juste une ou deux images parce que c'est rigolo. Donc c'est un bâtiment de bureau. Qu'est-ce que vous observez? C'est qu'il consomme plus quand il n'est pas occupé que quand il est occupé. Alors, vous avez la décomposition des consommations en absence d'occupation. C'est intéressant. L'informatique, c'est quand même 21%. Donc, on sent déjà le travail au noir dissimulé par le département. Les gens viennent la nuit, le week-end, etc. Et ça se confirme parce qu'on a un peu de chauffage aussi, là-haut, vous voyez. Et on a de la ventilation. Donc, on prend soin des usagers la nuit et le week-end. Quand même, les gens qui travaillent au noir, il faut quand même les soigner. Les pompes marchent. Voilà, on en est là. Vous n'êtes pas dedans, mais tout continue à fonctionner comme si vous étiez dedans. Et si on commençait par là, quand on veut faire des bâtiments performants, plutôt que de se demander comment on va produire l'électricité qui va servir là. En gros, ma démarche, elle est d'un pragmatisme effrayant, inquiétant même, mais efficace. Et ici, c'est la même chose alors ça, on avait suivi 50 bâtiments de bureaux. Et on s'était intéressé à l'informatique. Alors, c'est les années 2003-2004. Depuis, il y a eu des progrès qui ont été faits. Et là, on avait mis un petit utilitaire. On savait quand les gens utilisaient la machine. Ils tapaient dessus, etc., ou ils utilisaient la souris. Donc, on savait le temps d'utilisation. Et par les mesures, on avait mesuré l'écran, on avait mesuré la machine. On découvre des choses absolument hallucinantes. C'est-à-dire qu'en fait, bon, l'écran est utilisé pas tout le temps, ça on le sait, mais alors le pire, c'est la machine, l'unité centrale, qui marche 18 heures par jour ouvré, donc 4000 heures par an. Je ne savais pas que les gens travaillaient autant. Et le taux d'utilisation, c'est 17%. Voilà. Donc la grande chose, c'est arrêter les machines quand vous ne les utilisez pas, arrêtez-les la nuit, arrêtez les serveurs la nuit, tout ça, on peut tout arrêter. Enfin, nous, on arrête les serveurs toutes les nuits, il n'y a aucun problème. Ici, vous avez un autre bâtiment où vous avez ce qui se passe quand le bâtiment est utilisé. Voilà, un jour ouvré. Alors ça, c'est la nuit. Ça, c'est pendant que les gens sont là. Puis ça, c'est la nuit. Puis là, c'est justement le détail la nuit. Donc vous avez dans ce bâtiment-là 1300 watts en continu de choses qui n'ont aucune raison d'être en fonctionnement. On pourrait avoir 0 à cet endroit-là.
on n'a pas zéro, ce qui fait des consommations qui sont considérables. Et puis on découvre aussi des choses ahurissantes, mais qui s'expliquent. Là, j'en veux absolument pas à ceux qui ont édicté ces textes. Ici, on compare le débit réel d'eau chaude sanitaire qu'on mesure, puisqu'on a des compteurs de chaleur qui nous donnent le débit en plus de l'énergie et de la puissance. On compare la norme en orange, c'est-à-dire le calcul qu'on doit faire et qu'on doit respecter d'après les normes qui nous sont imposées, et en bleu, la réalité. Eh bien, il y a un facteur 3 entre ce qu'on nous imposait depuis des années, mais c'est normal, ils n'avaient aucun moyen de mesure à l'époque, et la réalité. Alors tout ça, c'est en train de se mettre en place. Il y a des nouvelles directives, il y a des nouvelles recommandations qui vont sortir et qui vont faire que on pourra avoir des débits plus conformes à la réalité. Mais vous voyez, tout ça, c'est des sources d'économie. Il suffit d'aller mettre le nez dedans, de regarder, d'analyser, et on peut avancer. Alors, deuxième synthèse, un bâtiment de bureau, on gagne le concours, et il fallait que ce soit toutes les cibles HQE, etc., très performants pour la cible énergie. Très performant, ça veut dire quoi? Nous, on se dit, on va essayer de faire quelque chose, mais le mieux qu'on puisse faire, mais on ne va pas le dire. Alors déjà, on utilise la simulation dynamique pour la conception, simulation énergétique dynamique, hein, donc on optimise bien nos surfaces vitrées, etc., notre inertie, le confort d'été, tout ça. Puis on trouve 20 kWh par mètre carré par an de chauffage. Par rapport aux 328 de quelques années avant, on se dit, on ne va pas leur dire, parce que imaginez que ce soit 40, ce qui serait en soi pas très grave, ça serait déjà très bien. Ça ferait le double de ce qu'on a dit, on va pas passer pour des gens sérieux. Donc on leur dit rien. On leur dit rien, on met en œuvre tout ce qu'on sait faire de mieux. Résultat sur les gros compteurs EDF, GDF, à la fin, 26 kWh de chauffage par mètre carré par an et 21 d'électricité, ce qui nous donne, ramené en énergie primaire, 82 kWh par mètre carré utile. Hein, le passif en Allemagne, c'est 120. Donc on a un bâtiment qui a coûté en plus pas cher pour l'époque, 1057 € par mètre carré de chaude. On a un bâtiment très performant qui est bien meilleur que les bâtiments passifs allemands qui sont considérés comme la grande référence. Donc on progresse, c'est bon. On voit aussi très clairement que l'usage informatique est essentiel dans la bonne conception d'un bâtiment. Vous avez ici les différences de consommation. Donc nous, on recommande le portable parce que c'est 30 à 40 kWh maximum par an, alors que les écrans et puis les unités, c'est 200 kWh plus tôt. Donc voilà, on avance vers ça. Juste une chose, quand on a conçu l'hôtel du département de la région Rhône-Alpes à Lyon, on a obtenu de la région que dans les 3 ans, les 3000 salariés passent tous sur des portables. Parce que c'est une source d'économie énorme. Et puis le portable s'arrête dès que vous n'êtes plus là. S'il est bien programmé, il se met en stand-by, voire en arrêt complet. Alors, ça, c'est ce que je mets en œuvre chez moi. C'est bien avant 2006, d'ailleurs. Dans les bureaux, pardon, 2006. Qu'est-ce qu'on fait? On met en œuvre tout ce qu'on vient de voir. Donc, sur la consommation totale d'électricité rapportée aux salariés, 84% de moins que la moyenne des campagnes sur 50 bâtiments de bureaux, 95% de consommation de moins sur les ordinateurs, pourtant on travaille beaucoup, je ne crois pas qu'on soit aux 35 heures, et sur l'éclairage, 89% de moins là aussi, donc on voit qu'il y a des marges énormes par rapport à ce qui existe. Chez moi, je l'ai dit un petit peu avant même, je suis passé de 4000 kWh dans les années 90 à 250 achetés sur le réseau. Sobriété, efficacité, 1450, ça c'est pas dur, tout le monde peut le faire. Des panneaux photovoltaïques, 8 mètres carrés et demi qui me produisaient 1200 et j'achetais 250 kWh d'électricité à EDF, c'est-à-dire une division par 16. Donc voilà, on a des marges de manœuvre. Dans le bâtiment dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Conseil général à Strasbourg, on nous a, dès qu'on a remis une campagne de mesure, il fallait faire des propositions, on nous a donné une mission de maîtrise d'œuvre en plus. Donc allez, au boulot, faites le travail et campagne de mesure après. Je vous en donne qu'une, parce qu'elle est très importante. C'est les parkings, 12 000 m². C'était le plus gros poste de consommation du bâtiment. Pouf, réduit, mesuré, 87% d'économie. En changeant la nature des éclairages, en modifiant, au lieu qu'ils marchent en permanence, vous mettez des détecteurs. Tout ça est très bête. Tout ça est très bête, mais marche très bien.
Voilà. Et dans ce bâtiment, voilà ce qu'on avait. Tout n'était pas terminé, l'informatique était en cours, donc il n'y a pas de. En rouge, c'est ce qui a été mesuré la première année. En vert, c'est ce qu'on avait prévu. En bleu, c'est ce qu'on a mesuré après les travaux. Et en gros, on a économisé, bien que ce ne soit pas terminé, 40% de la consommation initiale pour un coût de 10 € du mètre carré, avec un temps de retour mesuré, puisque j'ai les factures et j'ai les économies d'énergie, de 3 ans. Donc, les économies d'électricité, c'est quand même le secteur le plus intéressant sur lequel on peut faire énormément de choses. Alors, vous allez me dire pourquoi vous obnubilez à baisser les consommations d'électricité. Je vous ai déjà donné un certain nombre de raisons, mais je vous en donne 4 autres qui sont quand même importantes pour la cohérence de la démarche. La première, c'est que je ne connais pas de moyen de produire de l'électricité qui soit propre. C'est toujours sale. Alors, ça dépend ce qu'on appelle sale, mais dans un cas, ça peut être beaucoup de déchets nucléaires dont on ne sait pas encore très bien quoi faire. Dans un autre cas, les panneaux de photopile à l'infini, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux dans l'environnement. Sur l'hydraulique, tout le monde s'est plaint des villages qui ont été engloutis derrière les barrages. On ne va pas dire que c'est propre, c'est évidemment pas propre et pas beau. Les éoliennes, certains aiment, d'autres pas. Ici, on fait du CO2 en pagaille. Enfin bref, moi, je ne connais pas de façon propre, même s'il y en a que je préfère que d'autres, bien sûr, mais il n'y a pas de façon propre. Donc, moins j'ai à produire d'électricité, mieux je me porte. La deuxième raison, regardez ce document. On a réalisé l'extension de l'École nationale des ponts et chaussées à Marne-la-Vallée. Et voilà la structure des consommations. C'est un bâtiment tout électrique puisqu'on a une pompe à chaleur. Et même en hiver, elle a une bonne performance parce qu'on va chercher la chaleur dans le sol. On a 28 forages dans lesquels circule de l'eau. De l'eau, c'est des forages secs, c'est juste on prend la chaleur du sol, c'est tout. Le chauffage, c'est 7%. Tout le reste, c'est des consommations d'électricité spécifiques, dont 80%, c'est toujours les mêmes. C'est les auxiliaires, c'est-à-dire les pompes et les ventilateurs, l'éclairage et la bureautique. Et là, pourtant, on a travaillé sur ces usages-là. Donc, vous imaginez si on ne l'avait pas fait. Donc, la deuxième raison, elle est là. Le chauffage n'est plus rien. Si vous voulez faire, dans un bâtiment performant, bien sûr, si vous voulez faire avancer les choses, c'est sur l'électricité. Il m'a semblé que c'était sur ces domaines que vous travaillez. Donc, vous avez effectivement bien des raisons de continuer. Troisième raison, vous voyez, ça, c'est des logements sociaux dans la Drôme, avec une pompe à chaleur sur nappe phréatique. Vous avez ici le détail des consommations. Donc, c'est un bâtiment qui est passif. Consommation de chauffage, 4,2 kWh d'électricité par mètre carré par an. Eau chaude, 3,2. D'ici là que l'eau chaude dépasse le chauffage, on y est presque. Et l'électroménager, 46. Vous avez compris, là, de nouveau, l'enjeu n'est plus le chauffage. Je n'irai pas plus loin que 4 kWh, ça ne sert à rien. L'enjeu s'est déplacé. L'enjeu, il est, de nouveau, sur les usages dits spécifiques de l'électricité. Puis la quatrième raison, elle est fondamentale. Fondamentale. Et elle justifie l'utilisation de la modélisation dynamique énergétique quand vous concevez. C'est que tous les usages électriques qui sont soit dans un logement, soit dans des bureaux, contribuent énormément à l'apport de chaleur. Alors, vous pouvez me dire, c'est grâce à ça que j'ai plus de chauffage, si on veut. Seulement, nous, on n'étudie pas que l'hiver. On étudie aussi l'été, le confort d'été. Vous le savez tous, plus un bâtiment est isolé, plus il fait rôle, il joue comme une thermos. C'est-à-dire toute la chaleur, toute l'énergie qui a réussi à rentrer dedans ne peut plus ressortir. Donc l'électricité, elle rentre sous une forme tranquille, c'est pas comme un rayon solaire, mais elle va se thermaliser une fois dedans. Et là, cette chaleur-là ne peut plus ressortir. Et donc, on est obligé d'analyser finement nos consommations d'électricité pour maîtriser la question du confort d'été. Ici, vous avez juste, dans le petit immeuble de Villeurbanne, tiens, c'était intéressant, on a pu évaluer. Pourquoi ? Parce que c'était en 2003, l'année de la canicule. Les performances n'étaient pas bonnes. On a cherché à comprendre pourquoi. Et bien, vous voyez que dans la structure de toute l'énergie qui est dans un logement, la moitié, c'est les consommations d'électricité. Et donc, rien que ça augmentait de 2 degrés en permanence la température du logement par rapport à la température extérieure. Donc voilà, c'est 4 raisons pour lesquelles
en conception, nous sommes obligés, effectivement, de recourir à des réductions d'électricité. Mais quand on en est là, tout de suite, comme le disait Bernard, il faut travailler sur l'énergie grise. Quand votre consommation, c'est plus que ça, mais que l'énergie grise, c'est-à-dire tout ce qu'il y a derrière, c'est considérable, de nouveau, le bâtiment de l'école des travaux publics, des ponts et chaussées, pardon. Vous avez ici la structure en énergie grise, 1735 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an, c'est plutôt moins que la moyenne. Pour une consommation annuelle de 34 kWh, bilan, 51 années de consommation pour 51 années de consommation pour arriver à ce que représente l'énergie grise. Donc on a un vrai problème de ce côté-là. D'où la démarche Négawatt. Donc effectivement, je suis cofondateur de cette association et de l'Institut Négawatt. C'est une démarche en 3 volets. Sobriété, c'est absolument nécessaire, c'est-à-dire sobriété, c'est repositionnement de ses vrais besoins, de ses pratiques, suppression des gaspillages, etc. Ça va encore beaucoup plus loin. Ça va sur la mutualisation des usages, etc. Il y a plein de choses sur la sobriété, je n'ai pas trop le temps. L'efficacité, c'est tout ce que les systèmes et la technologie peuvent nous apporter pour réduire nos consommations. Et puis enfin, et seulement enfin, l'apport des énergies renouvelables pour être dans des cycles qui sont des cycles stables à long terme, effectivement. Voilà l'approche telle qu'elle est. Alors, tout ça pour terminer maintenant sur nos locaux qu'on s'est livrés il y a 2 ans maintenant, et dans lesquels j'ai voulu mettre tout ce qu'on savait faire de mieux à cette date, en se disant qu'on allait prendre des risques, mais que nous, on ne s'emmènerait pas au tribunal si ça ne marchait pas. Il y a des choses que je ne peux pas faire à un client. Si ça ne marche pas, il m'emmène au tribunal, je n'avais pas envie. Première chose, abandonner la complexité dans les bâtiments. On a eu d'énormes missions d'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, dans lesquelles on suivait des très gros projets pour le compte des maîtres d'ouvrage. Il nous est arrivé sur des très gros lycées de voir l'entreprise de chauffage, une des plus grosses de France, quitter le chantier à la fin en disant « Jamais j'arriverai à faire marcher cette installation, c'est impossible qu'elle marche, allez voir mon assurance, j'en ai marre, j'ai assez perdu d'argent. » Ça arrive sans arrêt. C'est-à-dire qu'à force de complexifier les installations, on les rend totalement inopérantes, inutilisables et très chères par ailleurs. Donc, première chose, abandonner la complexité, aller vers des technologies, très peu de technologies en fait. Deuxièmement, la consommation de chauffage devenant dérisoire, allez, on ne met pas d'installation de chauffage. C'est là où, par rapport à un client, il fallait quand même qu'on l'essaye. Il fallait qu'on l'essaye. Et ça coûte cher. Donc, c'est une possibilité d'abaisser le coût de mon bâtiment. Enfin, comme je vous le disais, les usages électriques sont à double tranchant. C'est-à-dire que j'ai vu un bâtiment à Amsterdam sans chauffage. Oui, éclairé toute la nuit, tous les ordinateurs marchaient quand il n'y avait personne. On peut effectivement se chauffer comme ça. Donc, on rajoute un critère de plus. Nous, nos consommations d'électricité doivent être les plus faibles possibles. Ensuite, la RT de la réglementation thermique 2020, elle devait, elle ne va pas le faire, mais elle devait imposer les BPOS, les bâtiments à énergie positive. Il faut qu'on fasse un BPOS. On ne va quand même pas être en retard d'une réglementation 3 ans après la livraison de notre bâtiment. Là, il faut forcément, quand on en est à ce niveau d'exigence, il faut travailler sur l'énergie grise, donc sur l'énergie investie dans les matériaux de la construction. Et puis, évidemment qu'il nous faut des matériaux qui soient à très faible contenu carbone, tout ça. Il faut qu'ils soient peu polluants, parce qu'on s'est aussi aperçu que dans les bâtiments, il y avait énormément de matériaux qui libéraient des composés, notamment organiques volatiles, extrêmement nocifs, et sur lesquels, après, il y avait un besoin de ventilation extrêmement important. Donc là aussi, on va plutôt vers des matériaux à faible émission polluante et biosourcés si possible, toujours dans l'idée d'un développement durable. Évidemment, pas de clim l'été, hein, ça je pense que vous l'imaginiez bien. Et puis, on s'est dit que là où on est, puisqu'on a choisi d'être en zone rurale, très rurale, peut-être que personne reprendra, rachètera ce bâtiment si un jour Enertech arrêtait son activité. Donc on a dit qu'il faut aussi qu'il soit transformable en logement. Il peut devenir 6 logements à la place. Et puis on voulait que son prix ne soit pas exorbitant. Bon, ça donne un bâtiment, sur le plan architectural, banal. On avait un ABF, un architecte des bâtiments de France, donc il ne fallait pas faire les marioles. Donc tout bâtiment moderne s'était rejeté. Celui-là a été rejeté, hein, parce qu'il mettait en péril l'architecture traditionnelle locale.
Bon, donc c'est un bâtiment qui est banal, mais dans lequel les gens sont extrêmement bien. Tous les visiteurs l'ont dit, c'est un bâtiment dans lequel on se sent extrêmement bien. Il est constitué sur 2 niveaux et demi. Il est doté juste d'un pan de toiture, il y a 153 mètres d'un pan de toiture de photopile, 153 mètres de photopile, 160 mètres carrés, pardon. Il est tout en bois et en paille. Ça, on va y revenir très rapidement. Et puis l'intérieur, vous voyez qu'on a utilisé des briques de terre crue avec la terre qui a été récupérée au moment des excavations sur le terrain. Donc la paille, pourquoi la paille? La paille, c'est plutôt un déchet sur le plan agricole. Le contenu énergétique, c'est l'essence du tracteur ou du camion pour venir du champ à l'usine qui est juste à côté où ça a été préfabriqué. C'est mis en boîte, comme vous le voyez là. C'est ensuite gruté sur le chantier par éléments de façade. Voilà. Et puis, après, vous avez tous les problèmes de structure qui restent, hein, les croix de Saint-André contre les tremblements de terre, etc., le vent et tout ce que vous voulez. Ça, c'est normal. Deuxième idée intéressante, la terre crue. On a besoin de beaucoup d'inertie dans un bâtiment léger, comme ça, en bois paille, il n'y a pas d'inertie, il n'y a pas de masse. Et pour le confort d'été, il nous fallait ça. Donc la terre crue, c'était intéressant parce que ce n'est pas d'énergie, c'est cru, c'est pas cuit, justement. Et donc on a trouvé quelqu'un qui nous a fait toutes ces briques avec la terre qui allait bien, qui était sur place. Pour les planchers intermédiaires, en revanche, on n'a pas pu mettre cette terre-là qui n'était pas assez sèche, et on a dû faire venir des déchets d'un fabricant de briques en terre crue. On en a mis 70 tonnes, et puis 35 tonnes là. Ça fait 100 tonnes de terre crue. On a innové sur la ventilation. Au lieu d'avoir des réseaux de ventilation, on a mis en place des petites boîtes. Là, vous avez la boîte de profil. Là, vous l'avez mieux, mes côtés, vous voyez la face qui est contre le mur. C'est des petites boîtes par bureau dans lesquelles vous avez 2 ventilateurs, un échangeur de chaleur qui est là. Vous échangez, voilà, chaque carré ici, c'est soufflage et extraction. Hein, ça a supprimé tous les réseaux, donc ça a réduit les coûts. Ça a une consommation d'électricité dérisoire. C'est piloté par les salariés quand ils arrivent le matin, selon qu'ils sont 1, 2 ou 3, ils peuvent régler sur la machine le débit d'air. Donc on a juste le débit qu'il faut. Quand les gens partent en réunion ou le soir ou n'importe quand, ils arrêtent. Donc on a le débit d'air juste nécessaire. Donc une énorme économie de chauffage derrière. Et alors en consommation d'électricité, on a battu tous les records, il n'y a plus rien, on ne consomme plus rien. Sur tout ce qui est équipement électrique, évidemment, on a optimisé avec des logiciels tout l'éclairage avec des LED, puissance installée 2 watts par mètre carré, donc très très peu. L'informatique, tous les ordinateurs sont des portables, hein, moins de 20 watts. Le serveur de l'ensemble, il y a 35 ingénieurs, donc avec des simulations dynamiques, des plans d'architectes, etc., 23 watts. Mais on m'a dit, tu sais, c'était notre ancienne machine, mais aujourd'hui, on pourrait faire encore mieux. Le serveur d'email, 6 watts. Enfin, tout ça existe. Il faut aller le chercher, c'est tout. Et puis, une idée que j'ai eue comme ça, en me disant, tiens, et si le dernier, le soir, quand il part, il arrête l'alimentation électrique dans tout le bâtiment? Parce que la nuit, ce qui peut se passer, c'est les courts-circuits. Il y en a eu 2 là où on était avant. Heureusement, je travaillais la nuit, donc j'étais là. Le court-circuit, la nuit, c'est ce qu'il y a de pire. Le bâtiment part en flammes. Vous arrivez le matin, il n'y a plus rien. Donc, on coupe tout et, ce faisant, on supprime toutes les veilles, on supprime tous les oublis. Et là, on fait d'énormes économies. Pas de problème. Et puis, enfin, cette toiture photovoltaïque dont j'ai parlé tout à l'heure. Bilan impressionnant. Bien au-delà de ce qu'on imaginait. La consommation, tous usages, parce qu'il y a quand même eu moins 10 degrés, là où la température de base, c'était moins 7. Donc, on a dû mettre 4 convecteurs électriques de 1000 watts pendant 10 jours. On a mangé 1500 kWh d'électricité pour le chauffage, c'est-à-dire la moitié de la consommation électrodomestique d'un ménage pour 700 mètres carrés. Donc, on a une petite consommation de chauffage, 2,2 kWh par mètre carré par an, mais ça ne vaut pas la peine de mettre une chaudière pour ça. Hein. Consommation de tous les usages électriques, je suis obligé de mettre des décimales parce que sinon il ne reste plus rien. 3. Allez, j'arrondis, 3,7. 3,7 kWh d'électricité pour tous les usages. La ventilation, vous en avez la structure ici. Hein. Là, la structure complète. Donc, on est sur des choses qui sont hallucinantes.
Et quand on a fait le diagnostic de Challenger, le siège de Bouygues, par exemple, c'est 250 kWh par mètre carré. Il m'avait dit, on est très bon. Voilà, ben nous, on est passé de 250 à 5, à 6. Voilà. Tout ça est possible. C'est ça qu'il faut se souvenir. Et alors, ce bâtiment, avec juste sa toiture, ben, il produit 9,4 fois plus que ce qu'il consomme. Donc, on n'est pas dans le B-post où on prend que certains usages, pas tous, parce que sinon on n'y arrive pas. On les prend tous, sans exception, et on arrive à produire juste avec ce pan de toiture 9,4 fois ce qu'on a consommé. Voilà. Donc, c'est un bâtiment qui est complètement exceptionnel sur ce plan-là. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. C'est le seul bâtiment en France qui a eu ce nouveau label EC, E+, C-, E4, C2. C'est le plus élevé de tous. Il n'y en a qu'un, c'est celui-là. L'été, on n'a jamais dépassé 27 degrés, ponctuellement en plus. Vous savez, si on fait une fréquence cumulée, une courbe de fréquence cumulée, il y a un point, 27 degrés. Le bâtiment, je vous l'ai dit, peut se transformer en 6 logements. Son coût, moins cher que le prix des bâtiments de bureaux ordinaires strictement réglementaires. 1 120 € hors taxe par mètre carré de chaume pour le coût de construction. C'est moins cher que si vous faisiez construire un bâtiment normal, on va dire. Et puis ici, un petit aperçu, alors récent, hein, il n'y a pas les bâtiments les plus anciens. Ça, c'est le bâtiment du Conseil général à Strasbourg. Hein, donc juste pour voir, voilà, nous on est là maintenant. Donc c'est rien que sur les usages électriques, ça fait des divisions par 28. Ça, c'est différents bâtiments plutôt performants. Hein. Ça, c'est un bâtiment performant. Ça, c'est le fameux INET que je vous ai montré, là, une première synthèse qu'on avait faite. Voilà, on est tout en bas. Voilà ce qu'il est possible de faire. Et ça, c'est quand même très intéressant. Alors, avec ce bâtiment qu'on a baptisé le local, j'ai enfin pu prendre ma retraite après 40 ans de travail. J'ai dû quand même attendre 69 ans pour la prendre, parce qu'il fallait qu'il y ait ça. Je suis rentré dans le bâtiment pour faire des bâtiments à très basse consommation, et j'ai quitté le monde du bâtiment le jour où j'y suis arrivé, c'est-à-dire maintenant on peut dire qu'il consomme presque plus rien. C'est ce qu'a dit Cédric Philibert tout à l'heure dans sa courbe, il a dit le bâtiment c'est réglé. Oui, on a toutes les solutions, il n'y a plus qu'à maintenant, hein, il faut y aller. Cette croisade a montré qu'effectivement le gisement d'économie lié à l'efficacité énergétique et à la sobriété était absolument considérable bien avant la production. Et franchement, je pense que c'est sur ça qu'il faut commencer à travailler. Pour moi, c'est un vrai espoir dans la lutte contre le changement climatique, ces résultats-là. Et il existe encore de nombreux thèmes de recherche sur lesquels je vous invite à aller. Nous, on s'est débrouillé un peu tout seul, mais on a travaillé le plus qu'on a pu avec des chercheurs, des industriels. Et je voudrais rendre hommage à Bernard, puisqu'il est venu nous trouver. Et ça a été l'occasion de travaux et de collaborations très fructueuses. On a donné toutes nos bases de données, et vous les aurez toujours, elles sont dans le domaine public. Donc si vous avez besoin de points à 10 minutes pendant une année sur tout ce que vous voulez, on l'a. On le met à votre disposition si c'est nécessaire. Et avec Bernard, en plus, il y a eu tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire une très grande amitié qui s'est construite. Et moi, j'ai tellement apprécié son immense humanité que vous avez tous déjà révélé. Merci Bernard.